À la rencontre des femmes et des hommes élus de notre territoire. Après avoir reçu Michel Canvet, sénateur du Finistère, Graciela Melchior, députée de la 5e circonscription Landerneau-Landévision, Chantal Guittet, l'ancienne députée, Philippe Magrin, président du RSI Bretagne, Nathalie Sarabezol, présidente du conseil départemental du Finistère, Denis Le Guen, président de la commission de Pôle emploi Bretagne, Martine Stéphan, présidente de la CAF du Finistère, Patrick Leclerc, maire de Landerneau et président de la communauté de communes du pays de Landerneau d'Aoulas. Et pour finir, Christian Calvez, maire de Plouvien et président de la communauté de communes du pays des Abers. Je reçois aujourd'hui en direct dans le Grand Journal Monsieur Philippe Paul, sénateur du Finistère. Monsieur Philippe Paul, bonjour. Bonjour à tous. Content de vous recevoir. Très heureux aussi. Sénateur du Finistère, vous avez pu entendre, il nous en manque un maintenant. On avait reçu, c'était au mois d'août l'année dernière, Michel Canvet, que vous connaissez bien aussi. Oui, très bien. Oui. C'est vous, les gens du Sud ? Oh, du oui. Sud Finistère. Du Sud, comme on dit. Du Sud, oui. Du Sud. Alors, on va parler un petit peu de vous. En première partie, ça va être le portrait d'un homme, histoire d'une vie. On va parler de vos mandats dans un instant. Le trait d'union, c'est Pensardine, c'est Douarnenez. 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 Alors, parlez-moi de Douarnenez. Ah, c'est la ville de votre cœur. Ah bah, je pense que ça s'entend. Je suis douarneniste à 100%. Je suis né à Douarnenez il y a quelques années maintenant. Et bon, c'est toute ma vie, c'est toutes mes racines. Et Douarnenez, c'est une ville particulière, très attachante, très vive aussi, très remuante. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on se construit politiquement. Alors de l'autre côté, on parlera des mandats, mais Douarnenez, vous connaissez bien, vous avez fait 2 mandats étant maire, et vous avez démissionné entre guillemets parce qu'il y a les cumuls de mandats. Voilà. Sans ça, vous serez toujours maire de Douarnenez. Ah bah ça c'est sûr. Déjà je terminerai mon mandat, je pense que je serai candidat pour un autre. Ouais. Alors qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres, cette belle ville de Douarnenez ? Déjà le couigne-amande, ne me parlez pas de couigne-amande d'ailleurs, parce que c'est vraiment un produit typiquement local et inventé à Douarnenez. Mais bon, quand on est né Douarnenez, moi j'ai mis presque 50 ans pour dire que Douarnenez était à part. Et c'est vrai que on se construit par rapport à cette ville qui est attachante et puis qui est particulière aussi, quoi. Et ça permet aussi d'avoir des idées politiques un peu différentes aussi, parce qu'il faut faire il y a un melting pot de tout cela, et puis il faut composer avec tout le monde, donc ça peut construire une vie politique, une ligne directrice à partir du moment où on est maire d'une commune, parce que bon, politiquement tout le monde sait où je suis, mais c'est une ville qui est très revendicatrice, et puis qui, lors des scrutins nationaux, vote à 60% à gauche. Donc j'ai quand même été élu, c'est qu'il y a quelque chose, on s'imprime, on fait un peu l'éponge, et ça guide la vie politique, c'est sûr. Alors c'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, 25 ans, Carré et Douarnenez, c'était les 2 communes rouges. Ah, exactement. Ça a changé. Les communistes, alors on salue aussi notre ami communiste dans l'âme qui nous a quittés malheureusement, c'est Louis Aminot. Et c'est vrai que c'était relativement fort dans ces communes. Oui, très très fort. Michel Mazia, c'est une très forte personnalité. Michel, on se connaissait très très bien, on s'appréciait beaucoup pour différents points, parce que même, on parle de Douarnenez, forcément, c'est la sardine, c'est les bateaux, c'est la pêche et autres, mais vous avez un point commun qui était l'aviation, et de toujours, on s'est très très bien entendu. On avait la même façon, la même passion de cette ville qui collait à la peau complètement, quoi. Et Michel a été maire pendant 4 mandats, et maire communiste, mais avec une majorité qui était quand même socialiste. Donc il a réussi à faire l'union de son côté. Donc c'est ce que je vais faire aussi un peu différemment de l'autre côté quelques temps après. Mais c'est vrai que le mandat de maire, et puis surtout à Douarnenez, c'est quelque chose qui prend en trip, quoi. Alors, bien entendu, la baie de Douarnenez, son port légendaire, et aussi les vieux gréements, tous les 2 ans, le port rue à l'honneur.
Oui, le port U à l'honneur, enfin là c'est au port du Rosemeur, Ouais. oui c'est tous les 2 ans les fêtes maritimes, et c'est qui correspond à l'identité de la ville, l'identité maritime. Bon, maintenant ça permet aussi de... bon, c'est comme dans tous les secteurs, dans tous les milieux, surtout en politique, on va chercher sa façon de fonctionner dans le passé et ça guide le futur aussi. Maintenant, il n'y a pas que ça, il faut faire autre chose aussi, surtout quand on est au bout du bout, quoi. Ouais. Et puis le côté, il y a juste Tréboul qui est à côté, quoi. C'est pratiquement. Je suis très bouliste. Et ben voilà. J'avais senti une petite perte. Ouais. Ouais. Et on passe le pont et ça Voilà, y on est. passe le pont. C'est le grand Douarnenez, comme on dit, qui date Oui. de 46. Déjà à l'époque, les communes nouvelles existaient. Enfin, la seule, quoi. Économie locale, alors bien entendu la pêche. Et de l'autre côté aussi, on est dans le sud, le Ouais. tourisme, très important. Bah, c'est obligatoire. Bon, Ouais. il faut aussi que les mentalités évoluent de ce côté-là. Hein. C'est pas parce qu'on accueille des gens qui viennent de l'extérieur que pour autant il faut mal les recevoir. Mais il y a toute l'activité économique, l'activité touristique, c'est une activité économique à part entière. Ça, c'est un peu dur à faire comprendre. Comme dans une mairie, service communication, c'est pas que pour faire des gadgets quand il reste des sous. Donc, et puis bon, la Bretagne attire de plus en plus. Je l'ai vu, et je crois que c'est partout pareil dans le Finistère. Jusqu'à présent, en plus avec mes collègues à Paris, je m'excuse, je suis un peu long là-dessus. Et quand ils me disent toujours, je suis venu chez toi, je suis venu en Bretagne. Qu'est-ce qu'on me cite en premier? Nantes. Bon, déjà, voilà. Oui, c'est pas bien. C'est un peu raté. Ouais. Et puis après, ça s'arrête en général au Morbihan. Maintenant, les gens viennent un petit peu plus loin et découvrent qu'en fait, il y a un confort de vie. Ici, on n'est pas entassé, le coût de la vie. Et on a vu même déjà, depuis le mois d'avril, qu'il y a beaucoup de touristes, entre guillemets, qui viennent là. Donc, il faut que ça soit plus en pointillé comme ça l'est en avant et après saison. Alors, à vous entendre comme ça, vous avez la parole facile, mais on sent quand même que vous êtes indirectement très carré. Et quand je vois dans votre cursus, je vois colonel de la réserve citoyenne de l'armée de l'air. Et oui, vous avez pris la politique, mais vous auriez pu faire une carrière militaire ? J'aurais aimé être pilote de chasse, ouais, mais bon, comme je n'ai pas une super bonne vue, c'était cuit d'avance, et puis étant daltonien, bon, va le mieux éviter. Mais colonel quand même de réserve, c'est pas rien. Oui, colonel de la réserve citoyenne, mais colonel, j'ai fait aussi des peurs de réserve auparavant. La réserve citoyenne, c'est autre chose, mais j'ai fait de la réserve opérationnelle aussi. J'ai même commandé la préparation de l'armée de l'air à Brest, me semble-t-il, si ma mémoire est bonne. J'étais jeune à l'époque, j'avais un élève qui était plus âgé que moi, puisqu'à l'époque, préparation militaire permettait aux gens qui faisaient des études d'avoir une année de sursis supplémentaire. Donc ça, c'est fini maintenant. On parle maintenant d'un autre type de service national, enfin qui n'a pas beaucoup de sens à mon goût. Et oui, je suis pas quelqu'un de très dur de tempérament, je pense non plus, mais bon, le milieu militaire, une certaine rigueur, une certaine discipline de vie, et puis une certaine politesse aussi, c'est ce qui manque dans la société d'aujourd'hui. Oui, puis indirectement, d'être franc et clair quand on fait de la politique, ça devient rare aussi un peu. Faut pas être sinueux, quoi. Moi, je préfère être battu aux élections que d'aller raconter des carabistouilles, comme dit quelqu'un, et tout ça pour assurer ma réélection, non, c'est pas mon truc, non. Philippe Paul, je vous remercie. On se retrouve maintenant et on va parler de votre carrière. Et oui, vous êtes jeune, vous avez 53 ans, mais votre carrière politique. Alors on voit, vous avez travaillé dans différents cabinets. Quelqu'un que vous connaissez très bien, c'était Ambroise Gallec. Vous avez travaillé avec lui, Ambroise Gallec, ancien ministre. C'était le ministère de la Mer, de 88 à 97. Vous l'avez retrouvé par la suite avec comme député au Parlement européen en 2004-2008. Vous avez été aussi au cabinet de Jocelyn de Rouen. Et oui, sénateur et président du Conseil régional de Bretagne, une bonne formation là. Une excellente formation, qui n'est pas fait Sciences Po ou l'ENA. J'ai fait une formation sous le tas, ça met plus de temps, mais à avoir eu le plaisir et même l'honneur de travailler pour des grands personnages de l'État comme ça, franchement, j'ai eu beaucoup de chance. Beaucoup. Alors, par la suite, vous êtes rentré, vous avez fait les élections, vous avez été, bien entendu, comme maire de Douarnenez. Il y a aussi, vous aimez bien les mandats. Il y a eu, c'est vrai, le conseil départemental, comme on dit maintenant, du Finistère, de mandats. Oui. La municipalité de Douarnenez, 2 mandats. Sénateur en cours, 2 mandats. Voilà. Vous voulez dire que c'est assez? Non, mais c'est bien.
Oui, c'est bien, mais bon, C'est quand même une belle carrière politique. Oui, enfin, sur le terrain. Allez, oui, parfois bon, on dit c'est péjoratif un peu. Non, mais bon, moi j'ai une vision de la politique. C'est déjà en politique, il y a le fond et la forme. Pour moi, je dis toujours la forme, c'est aussi important que le fond, voire quelquefois plus. Et puis quand on fait de la politique, il faut aimer les gens. Moi, quand j'étais candidat aux élections cantonales, c'est pas en me disant ça va me servir de tremplin pour autre chose après. C'est parce que, bon, étant douarniste, moi j'ai mes racines quand même dans le canton, à Poulan et au Juc en particulier, voire même aussi à Poudlergat. Et j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à aller à la rencontre des gens, qu'ils soient ruraux ou urbains. Donc j'aime les gens, sinon on ne fait pas de politique si on n'aime pas les gens. Alors justement, aimer les gens sur le plan sénatorial, vous avez succédé à un grand monsieur, Alain Gérard. Oui, tout à fait. Un grand monsieur qui a été maire de Quimper. C'est des gens qui vous ont encadré, ça. Oui, et puis c'est à l'époque où les politiques, et on les prend, on les jette rapidement aussi. C'est vrai qu'on se construit grâce à des gens comme ça. Ouais. Et puis si on veut faire de la politique, il faut quelquefois aller rechercher dans le passé ce qui s'est passé, quoi. Maintenant, on peut plus dire, quel que soit le domaine ou le sujet plutôt en politique, on plante maintenant, on récolte dans 2 ans. C'est ce qu'on disait à 30 ans. Maintenant, c'est fini. Si on veut faire quelque chose, il faut avoir de la durée. Mais bon, la durée, il faut encore la conserver. Et alors, tout à l'heure, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Alors, Ouais. tout à l'heure, je disais que vous avez 53 ans. C'est vrai, il y a eu, depuis à peu près une quinzaine d'années, un coup de jeune sénateur. Parce que généralement, on devenait député, puis on finissait sénateur à l'âge de 70 ou 80 ans, voire plus. Ça a changé. Oui, ça a beaucoup changé, mais ça ne se sait pas, ce qui me met un petit peu en rogne. C'est pour ça que je vous pose la question. Vous posez une très bonne question, je ne suis pas en colère après vous, mais oui, c'est vrai, l'image. Quand on voit l'image qui est des politiques à l'heure actuelle, surtout avec une campagne qui n'a pas été terrible pour les présidentielles, là, entre Mélenchon puis même le président actuel de la République, dégagez-les et autres, mais ils ont l'image des institutions qui est complètement dégradée. L'image du politique est dégradée, l'image des parlementaires est dégradée. Pour beaucoup de gens, un sénateur, c'est quelqu'un qui a 80, comme vous disiez, 80 balais, qui est plutôt costaud, de nature, pour ne pas dire autre chose, qui aime bien picoler, et puis qui dort en séance. Et cette image est collée à la peau. Alors, quand on reçoit des gens, puisque on reçoit pas mal que ce soit des scolaires ou des élus au Sénat, ils sont un peu surpris de voir le fonctionnement. Moi, j'ai connu l'Assemblée nationale du temps d'Ambroise Guélec, et je disais tout à l'heure à quelqu'un avant l'émission, au Sénat, moi, j'y suis arrivé il y a 9 ans, c'était un petit peu comme l'Assemblée nationale que j'ai connue avant 97. Bon, un petit peu plus sage quand même dans l'hémicycle. Mais c'est pas du tout une assemblée de gens qui roupillent, quoi. On travaille terriblement. Il n'y a pas de Raymond Barre, quoi. Non, mais et puis il faut reconnaître aussi l'action du président Larcher qui a modernisé l'institution, mais ça s'est fait en silence. Personne n'a repris ce qu'il disait et autres. Quand Monsieur Larcher aime bien Saint-Paul-de-Léon à ce moment-là. Il aime bien l'île de Bas aussi. Oui, l'île de Bas, c'est ça. Grâce à sa femme. Mais quand on a entendu toutes ces histoires d'élus mettant les doigts dans le pot de confiture jusqu'au bout, l'utilisation du fameux IRFM, mais l'IRFM encadré comme ça a été voté récemment, existait déjà au Sénat du temps de Larcher, depuis 3 ans. Et Larcher avait proposé au président de l'Assemblée nationale à l'époque de faire la même chose, que ça n'avait pas été fait. Donc au Sénat, ça existait déjà. Contrairement à ce qu'on dit, le Sénat était, sur certains aspects, plus moderne que l'Assemblée nationale. Donc on voit, c'est plus moderne qu'à l'Assemblée nationale au niveau du Sénat. Je retiens vos propos. Alors de l'autre côté, vous êtes sénateur du Finistère. Qu'est-ce que vous apportez en étant sénateur du Finistère, aux Finistériens? Qu'est-ce qu'on apporte? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Sénat, comme à l'Assemblée nationale, c'est pareil, on est dans une commission. Donc moi, on choisit une commission, donc on est plus spécialisé. Je suis dans les affaires étrangères et puis tout ce qui relève de la défense. Donc là, on a voté la loi. Militaire, ça vous tient quand même. Ah oui, ça. Puis il y a quand même une activité militaire forte ici. Oui, c'est sûr. Mais ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on délaisse les autres sujets, puisque la base quand même de la vie politique et de la vie d'une manière générale, c'est l'action économique avec des emplois qui sont créés. Donc moi, j'ai l'avantage d'être dans la majorité sénatoriale sous l'autorité du président Larcher, d'avoir donc avec les collègues et puis avoir toute la structure du groupe. On chapeaute tous les domaines, donc ce qui fait que lorsqu'on est dans une commission, c'est pas pour autant qu'on ne fait pas autre chose à côté que le domaine de compétences de la commission. Donc on est là pour relayer les demandes des élus et puis aussi tout ce qui est gros dossier, comme je suis intervenu à plusieurs reprises sur
fameux TGV qu'on n'a pas, qu'on n'aura jamais. Hein. On a beaucoup de promesses, mais bon, il ne fallait pas être naïf depuis le départ. C'était assez mal emmanché. Bon, c'est un petit exemple. Bon, le problème de désenclavement, puisqu'on est au bout du bout, les liaisons aériennes, des choses comme ça. Enfin, il y a tout un tas de sujets. Est-ce que le Sénat, c'est le contre-pouvoir de l'Assemblée nationale ? Oui, c'est le contre-pouvoir, mais c'est pas le contre-pouvoir bête et idiot, parce qu'on propose quelque chose qu'on est contre forcément. C'est le contre-pouvoir, mais vous n'avez pas beaucoup de pouvoir. Non, on n'a pas beaucoup de pouvoir, mais le Sénat, jusqu'à présent, était quand même très écouté. Les gens ne savent pas, justement, que les lois qui sont examinées en deuxième lecture, avant commission paritaire au Sénat, dans le gouvernement précédent, 61% des lois, des amendements, avaient été apportés par le Sénat et adoptés après. Là, maintenant, c'est un peu réduit, parce que l'Assemblée nationale n'a pas le même comportement, pas la même façon de voir, la façon de faire la politique, malheureusement. Est-ce qu'entre les députés et les sénateurs, il n'y a pas doublon ? Non, je crois pas. Non. C'est complémentaire. Non, les sénateurs sont là élus par circonscription dans les départements, et les sénateurs représentent le territoire. Ça ne va pas réduire le nombre de candidats aux prochaines élections, le nombre de sénateurs? Si, c'est ce qui se dit à l'Assemblée nationale aussi. Bon, maintenant, on va voir comment ça va se passer, mais tout ça, c'est du populisme. Allez dire, on va réduire le nombre de parlementaires parce qu'il coûte cher, mais c'est n'importe quoi, ça. Un sénateur revient à 2 € par habitant par an. Tout ça, c'est pour faire plaisir à cette campagne, j'allais dire un terme très vulgaire, mais nulle qui a été faite sur les politiques d'une manière générale, et en particulier sur les parlementaires. Ils coûtent cher, ils foutent rien, ils profitent, c'est de la magouille en bloc. Quand vous regardez sur les sites, Facebook et autres, toutes les fausses informations qui circulent, j'en ai repéré 2 cette semaine, vous avez beau apporter un démenti, ça fait rien, c'est faux. Exemple ? Ça profite à bloc. Oh là, quand Gérard Larcher est venu là la semaine dernière, ça y est, voilà, le plus grand corrompu du Sénat, qui se défausse quand il est épinglé, qui refile la faute politique sur les questeurs. Alors ça m'a fait bien rigoler, parce que Larcher, s'il y a bien un qui ne prendra pas un demi-euro dans la caisse du Sénat, c'est bien lui. Et puis dire que reporter la faute politique sur les questeurs. Mais les questeurs sont des élus. Là, cette semaine, c'était un déferlement sur Cahuzac. Alors, il n'a pas assez payé parce qu'en plus, le pauvre, il est reclus, on ne sait pas de quoi il vit, il cherche du boulot, il ne trouve pas, mais il touche sa retraite de parlementaire et puis il touche en même temps son indemnité de ministre. Mais j'avais les bras qui tombaient par terre, j'ai mis à démenti, mais il faut voir ce que j'ai pris dans la figure, quoi. Il n'est plus ministre, il ne touche pas ses indemnités de ministre, déjà pour commencer. En plus, les ministres n'ont pas de retraite. Bon, alors, mais tout ça, ça fait que alimenter le débat contre les politiques. Et puis, bon, du coup, mais quelque part aussi, les gens, s'ils montent comme ça au créneau, c'est que les politiques, certains n'ont pas montré du tout l'exemple. Ah non, ça c'est sûr. Cahuzac, on est ministre, l'argent, et puis hop. Tout à fait. Ouais. Non, mais je suis entièrement d'accord là-dessus. Ils se font taper dessus, mais quelque part, est-ce que les politiques ont donné le bâton pour se faire taper dessus ? Oui, tout à l'heure, vous parliez de... Nicolas Sarkozy, actuellement, on en parle aussi. Oui. Avec Kadhafi. Donc, oui, mais il y a eu des abus à un moment donné. Bon, on a parlé des RFM tout à l'heure, il y a eu aussi le cumul des mandats, vous parliez tout à l'heure, le Conseil général, machin. Oui, mais moi, je disais toujours, le cumul des mandats, je suis contre et je suis pour à la fois. Parce que on peut pas trop, pour des raisons de temps déjà, mais ça me semblait pas illogique d'être parlementaire et d'être maire d'une commune, par exemple, suivant la taille de la commune. Là, on voit bien, là, cette semaine, juste un exemple très rapide, on parle de la LPM, on a évoqué le sujet des militaires qui pourraient être conseillers municipaux. Quand on a vu le texte arriver de l'Assemblée nationale, on a bien vu que le texte qui était rédigé par des gens qui n'ont aucune expérience politique, d'une part, et qui n'ont aucune expérience d'un conseil municipal. Donc le texte ne voulait rien dire du tout. Alors je vous sens très remonté. Ah oui, là-dessus, oui, parce que tout est parfait. Maintenant, on vit un monde nouveau, formidable. On n'a pas le droit de dire que ça colle pas. Alors on va revenir tout à l'heure sur... Ça colle pas, je dis que ça colle pas. On va revenir tout à l'heure sur le Finistère en tant que sénateur aussi. Mais je vous sens bien chaud là-dessus. Est-ce qu'au niveau des élections présidentielles, avec Emmanuel Macron, cette élection et son élection a chamboulé tout le système politique, gauche-droite. Je ne pense pas qu'elle ait chamboulé, elle a explosé. Oui, elle a explosé. On est sur des ruines, c'est ça le problème. Ouais, c'est ça. Et en plus, des nouveaux députés qui sont arrivés, ils ont 20 ans, 22 ans, en partie. Il y a des jeunes en politique, maintenant c'est 30 ans, c'est pas mon âge, je suis plus jeune que ça. Je suis encore trop vieux, je pense. C'est quoi votre regard comme ça ? Mon regard, alors c'est très difficile de s'exprimer sur le sujet parce qu'on dit il faut laisser sa chance et ceci, cela. Parce que les Républicains, vous êtes du groupe Les Républicains, tout à fait, pour le moment, dans le Finistère, il est inexistant.
Oui, il n'y a pas que dans le Finistère d'ailleurs. Non, mais on parle quand même de notre pays. Oui, Bon, dans le Finistère, la situation était déjà compliquée avant l'élection présidentielle. Voilà. Après, maintenant, elle n'est pas très compliquée parce qu'il n'y a pas grand-chose. Et puis, on a un problème en France à l'heure actuelle. L'opposition représentée par Mélenchon, point barre, un petit peu par Marine Le Pen et encore pas trop. Mais nous, et puis l'ont invoqué à une image qui lui colle au basque qui est assez difficile. Et là, le problème, c'est que dans la vie politique d'aujourd'hui, quand on a une image... Pour s'en décoller, celui qui a la recette, il faut qu'il me le dise. Parce que là, on lui colle une image sur ses propos, sa façon de s'exprimer et autres. Mais vous savez, c'est pas mieux non plus pour Macron. Il restera pour pas mal de temps, je pense, le président des riches et puis le président de la ville. Pas se leurrer, hein. Ça va lui coller au basque, ça c'est évident. Alors, vous allez généralement, quand on parle des politiques, la langue de bois. Hein. Ouais. Et là, vous n'utilisez pas du tout la langue de bois. Non. Ah, je vais vous poser la question. Ouais, vous êtes du groupe Les Républicains. Tu prends un joker? Non. Vous êtes du groupe Les Républicains. Oui, tout à fait. Ouais. Dans peu de temps, il y aura des élections. Oui. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous allez présenter votre candidature au niveau des Républicains du Finistère? Pour la présidence départementale? Oui. C'est pas impossible. Attention, c'est pas tout à fait... Non, c'est pas impossible, mais je veux dire... C'est langue de bois un peu, là. Non, c'est pas langue de bois du tout. Je vous dis pourquoi, parce qu'on m'a posé la question tout à l'heure. Moi, je veux bien. Bon, la situation est assez compliquée ici, au niveau de la fédération, au niveau des deux postes qui gèrent le département. Bon, je sais pas qui va être candidat. Est-ce que Maël de Calan, pour ne pas le citer, parce que vous ne le citiez pas à l'instant, en tant que président, voudra être de nouveau candidat? J'en sais rien. Maintenant, moi, je veux bien, puisque comme je suis plus maire, en plus, j'ai un petit peu de temps, ça m'intéresse, ça me passionne. Je suis un peu désolé de voir la façon dont les choses se passent au niveau du département et même ailleurs, mais j'ai pas envie d'aller à une élection déjà, il faut voir s'il y a d'autres candidats. S'il n'y a pas sur le territoire, je sens pas qu'il y ait une adhésion. Si on me dit non, c'est pas la peine, on n'a pas envie de toi. Les autres candidats, ça se bouscule pas trop. Hein. Pour l'instant, qui dans le département sait qu'il y a des élections réellement au mois d'octobre pour la présidence du parti? Moi. Ouais. Ah, vous êtes adhérent. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est vrai, mais il y a un problème d'information. Puis ce qui est valable pour ça, c'était valable aussi pour les investitures, pour les autres élections, qu'elles soient régionales et autres. Il faut que l'information circule, qu'il y a des calendriers et autres. Donc, j'ai bien compris quand même, ouais. De mon oreille gauche, c'est que vous allez y aller. Moi, c'est du bois d'ébène, oui. Je ne pratique pas la langue de bois d'ébène. oui, c'est pas impossible du tout. Votre objectif, c'est quoi? Dites-moi franchement, c'est fédérer, c'est ça? Comme je disais tout à l'heure, il y a le problème de fond et le problème de forme. Fédérer les Républicains. Oui, voilà. Bon, il y a un problème de fond parce que les gens ne savent pas ce qui se passe et autres. Et puis, il faut réunir tout le monde. Moi, je vois, on fait quelques réunions, nous, mais dans mon ancienne circonscription, je dis toujours, même si je n'étais pas député dans la 7e, il y a des gens qui viennent de circonscription d'à côté, parce qu'il n'y en a pas, il y a pas par ailleurs. Et les gens sont contents de se retrouver, de parler ensemble. En plus, la situation étant dure. Bon, je dirais pas qu'on fait de la calinothérapie entre nous, mais de voir qu'il y a quand même des idées, nos idées qui existent et qu'on a envie de le défendre lors des prochaines élections, ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien. Mais... Dans votre la future présentation au niveau des Républicains, votre ami et collègue va vous aider, Joël Marchadou? Oh, j'en ai pas parlé avec lui, je sais même pas si c'est qui est candidat. Maintenant, je pense que vous êtes candidat, vous venez de dire. Potentiel candidat, candidature, on va dire, pour détendre les choses. C'est pas impossible du tout. Mais mais encore, moi je vais demander aux instances départementales de convoquer, ou d'inviter plutôt les adhérents, pour qu'on parle, déjà qu'ils sachent qu'il y a un calendrier, puis qu'on demande qui est candidat. C'est pas la peine d'aller non plus à plusieurs pour s'étriper, ça n'a aucun intérêt. Donc voir qui, et puis après, moi je dirais comment je vois les choses. Mais c'est vrai que j'ai l'avantage, en étant le seul parlementaire, de pouvoir transmettre des informations sur ce qui se passe à Paris, déjà, et puis de créer du lien entre les gens au niveau du département. Oui, bien sûr. Alors on voit sur le plan national... préparer les prochaines élections aussi, parce que ça va venir vite. Hein. C'est sûr, mais sur le plan national, il n'y a pas beaucoup de représentants. Là, il y a des gens comme Juppé, comme Fillon qui ont disparu un petit peu de la circulation. Vous avez soutenu Juppé, mais c'est pas trop votre tasse de thé?
Ouais, j'ai soutenu Juppé parce que je trouvais que c'était celui qui était. J'aime bien la figure, le côté très pro, très technique et autres. Il est extrêmement brillant et je pensais que c'était la meilleure personne pour rassembler. Bon, j'étais proche de François Fillon, mais je voyais avec tout ce qui se passait et à Paris. Bon, le problème c'est toujours pareil, c'est que tout se décide à Paris et puis ils se rendent pas compte de ce qu'on entend sur le terrain. Je voyais bien que Fillon on allait dans le mur et puis bon, il n'a pas été débranché à temps. Total, on a tout perdu, quoi. Pas uniquement la présidentielle, mais législative aussi, et on aura du mal à se remettre, donc il faut faire tout pour inverser le sens des choses. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Mais bon, Alain Juppé m'a déçu un petit peu sur certaines choses, quoi. À votre avis, qui pourrait se présenter au niveau de la présidence sur le plan national ? Présidence pour les prochaines élections présidentielles ou présidence du Non, parti ? les Républicains, déjà. Bah là, il y a Laurent Wauquiez à l'heure actuelle qui est président, donc. Ça vous plaît ? Moi, je le connais bien. J'ai jamais eu il est venu à Douarnenez. On a eu une bonne discussion ensemble, mais maintenant, c'est sûr que sur le terrain, ça bloque complètement. Il fédère pas. Mais il fédère pas, mais il n'y a personne d'autre comme candidat. Alors quand j'entends d'autres personnes dire, bah ouais, mais ça colle pas, mais pourquoi vous n'êtes pas présenté ? C'est dommage. Bah oui, c'est dommage. Faut pas se plaindre après. Alors, de l'autre côté, sur le plan national, l'élection d'Emmanuel Macron, c'est vrai que vous avez dit tout à l'heure, ça a été une bombe. Et tous les partis vont pratiquement sauter. Et il n'y a que Mélenchon qui est dans l'opposition maintenant. Ouais, les extrêmes. Oui, mais bon, c'est pas bon, parce qu'à part mettre le feu et puis exciter tout le monde en permanence en racontant tout et n'importe quoi, c'est ridicule, c'est pas de l'opposition, ça. Moi ça, franchement, ça m'a choqué. Bon, moi, j'apprécie moyennement le comportement du président de la République, mais voir la manifestation de cette semaine avec une effigie du président de la République qu'on brûle, moi, franchement, je suis scandalisé, quoi. Comment on laisse tolérer ce genre de choses ? Un peu d'ordre dans ce pays. Un peu d'ordre. Ben oui, un peu beaucoup, ouais, c'est tout. Alors on va parler maintenant de la politique d'Emmanuel Macron. Alors on voit récemment SNCF, bien entendu, Air France, bien entendu. De l'autre côté, 120 000 postes de fonctionnaires d'ici 4 ans qui vont être supprimés. Avec d'autres de créer. Et oui. En plus. Donc, indirectement, politique Macron. C'est quoi la politique Macron ? Ah, ça, c'est une très bonne question. La politique Macron, c'est Macron. C'est lui, tout se passe à l'Élysée, c'est lui qui décide, et puis les députés sont là pour voter, lever la main, et puis nous, on essaie d'exister dans tout ça, c'est assez compliqué. Mais bon, il faut attendre de voir les résultats. Maintenant, quand on dit... déjà, ce qui est bien, c'est que dans le pays, l'ambiance est moins mauvaise. On voit que les Français ont un peu plus le moral. Maintenant, dire que c'est grâce à Macron, je suis pas certain non plus. Mais l'économie a repris un peu. L'économie a repris, mais elle a repris aussi ailleurs, mais peut-être même plus ailleurs. Et puis, bon, au niveau du chômage, je vois les chiffres ont encore remonté. Moi, je ne souhaite pas, en étant dans l'opposition, que ça se passe mal pour le président de la République et dans l'intérêt de la France, bien sûr. Maintenant, c'est notre façon... Il bouscule les choses, ça c'est sûr. Et on voit en particulier au niveau de la SSF et tout, on essaie de faire évoluer les choses. Mais de toute façon, en politique, il y a quelque chose qui guide l'action politique, c'est les finances. Alors, quand on voit qu'on est encore pressé pour diminuer la dette publique et autres, et puis qu'à côté de ça, moi, je suis un peu beaucoup inquiet. Mais bon, faut pas trop le dire, parce que sinon, on est vite rabroué en disant... Pourtant, il y a des ministres de droite, il a réussi. Oui, mais des ministres de droite. Mais enfin bon... c'est le seul qui a vraiment ouvert. Vous savez, des gens qui ont envie d'être ministre, il y en a 14 par boîte de 12. Moi, je connais un petit peu Édouard Philippe, je l'ai vu pendant la campagne d'Alain Juppé. Maire du Havre, c'est pas rien quand même. Ouais, donc c'est un type très bien. Mais maintenant, quand je l'entends dire, je suis pas là pour faire la politique à Juppé, mais je fais la politique à Macron, moi, c'est comme si, quand j'étais maire, je serais allé chercher la tête de liste de mon opposition en disant, mais non, tu seras le premier adjoint, tu feras ma politique. Comment est-ce qu'on peut changer de... on change de boîte à outils d'un seul coup. Bon, et puis maintenant, pour revenir à nos affaires, alors... il y a énormément de sujets en cours, certains sujets on ne sait pas du tout où est-ce que ça va au niveau finance, comme là on a parlé du plan banlieue, tout un reuse comme on dit à Douarnenez, il n'y a pas de financement en face. Quand on voit la taxe d'habitation, 26 milliards à trouver, là d'ici peu on va parler du service universel national avec une annonce du président de la République au mois de septembre, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est 30 milliards d'euros. Mais où est-ce qu'on va chercher tout ça ? Comment est-ce qu'on fait ? Moi je suis très surpris, j'attends de voir. Dotation de l'État bloquée, en baisse, les petites communes. Ah oui, ben ça c'est un allez-y. Oui. Dotation de l'État en baisse, avec une demande très pressante depuis de nombreuses années à ce que les communes se regroupent, se rejoignent pour avoir au moins la même chose, voire un peu plus.
Bon, maintenant, on ne se regroupe pas uniquement en disant si je me regroupe avec les 3 communes d'à côté, je vais avoir 50 000 euros de plus, c'est ridicule. Il faut avoir un projet. Mais c'est vrai qu'on peut que donner ce qu'on a. Ça, c'est évident. L'État, il y a des caisses qui sont vides, sont vides à crédit indirectement. Les autres élus, maires, premiers magistrats des communes, les comptes sont bons. On n'a pas le droit. Ben non, pourquoi l'État on ça, autorise? C'est un vieux système, ça fait des années que c'est comme ça, des dizaines d'années, c'est comme ça, ouais, mais vous savez, quand il y a eu tellement de laisser aller depuis des dizaines d'années, c'est très difficile de revenir dessus. Alors vous, qu'est-ce que vous pouvez apporter alors? Qu'est-ce que je peux apporter? Ma modeste contribution, en attendant que le vent un peu pénible pour nous puisse passer au large, quoi. Mais, vous avez un programme? Pardon? Vous avez un programme? À titre personnel pour la France, non. Mais je crois que ce qu'il faut là, c'est que on parlait du Sénat tout à l'heure, et qui n'est pas là pour faire de l'obstruction, surtout. Vous savez, quand on entend là, il y a un peu de précipitation, on parle des municipales et autres, on dit moi je suis Macron compatible. Déjà, ça me choque un petit peu l'expression, ce qui veut bien dire que tout est centralisé sur la personnalité du président de la République. Moi, j'ai toujours été comme ça, ou l'opposition constructive, je trouve ça idiot. Quand on est dans l'opposition, on est constructif par nature, normalement, pas besoin de le dire. Donc, je pense que le Sénat a son rôle à jouer en rectifiant le tir quand il y a des choses qui ne sont pas dans l'axe, et on peut compter sur l'archer là-dessus. Quand on est élu, il faut mieux être dans la majorité, parce que l'opposition, voilà. Oui, il y a certains élus qui disent que c'est plus confortable quand on est dans l'opposition. Quand même, la vérité, c'est ça quand même. Il vaut mieux être du côté du manche, ça c'est évident. C'est sûr. Sans ça, c'est quand même cloisonné et bloqué. Oui, puis on attend, quoi. Voilà. Non, il vaut mieux être du côté du manche, en effet. Alors, un mot de conclusion, on va continuer un petit peu. C'est le travail aussi. Vous êtes du Finistère Sud, le département du Finistère à l'honneur. Vous travaillez aussi avec Nathalie et Sarah Bézol. Il y a des ententes. Vous apportez des choses ici au département? Non, parce que je ne suis pas conseiller départemental. Il n'y a aucun problème avec Nathalie Sarah Bezol. On se voit de temps en temps, mais surtout pour des contrats qui sont liés avec les communautés de communes. Donc c'est pour ça, en particulier avec Douarnenez il n'y a pas longtemps. Donc je se passe naturellement. Il y a des élections bientôt aussi au niveau du département, on va dire. Je trouve que le département manque un petit peu de souffle. Mais à voir. Mais non. On a peu de relations en effet là-dessus. Mais c'est pas parce qu'on s'entend pas du tout, mais la vie politique fait que quand on est dans un cycle, c'est toujours compliqué. Il n'y a pas beaucoup de passerelles non plus. Même quand l'Assemblée nationale était politiquement de mon côté politique, il y a peu de ponts en effet, ce qui est dommage. Comment vous voyez l'avenir? Avec un grand ciel bleu? Ça va être compliqué, mais il faut garder un langage positif toujours. Maintenant, là, on est dans une phase très particulière, comme on disait tout à l'heure. Attendons de voir comment les choses vont bouger au niveau national. On n'est pas là pour taper dessus. Mais il faut être constructif, bien sûr. Merci Philippe Paul. Alors, attendez, on n'a pas fini. Un petit mot. Vous êtes invité aujourd'hui à l'initiative de notre président, le président de Radio Émeraude, Gérard Mitrovic. C'est toujours ma question que je pose à mes invités. Radio locale, proximité, ruralité, le vivant à l'honneur. Qu'est-ce que vous pensez d'une radio? On se connaît depuis déjà un certain temps, de Radio Émeraude. Oui, ça c'est extrêmement important. On parlait tout à l'heure du Conseil général, puisque y a des élus qui ont voulu le supprimer, alors que l'essentiel du budget du département c'est le social. Pourquoi on l'a pas envoyé à la région? Parce que la proximité, c'est là que tout se passe. Donc le Creuset, c'est là-bas, c'est évident. Et il faut qu'on garde tout ce qui fait notre patrimoine, notre identité, nos communes. Donc, vous soutenez notre radio? Je ne vais pas dire non. Bien sûr que oui. Merci à vous. Et puis peut-être qu'on aura le plaisir de vous revoir à la tête des Républicains. Peut-être. On verra. Merci. Merci à vous.